Alors aujourd'hui, on va parler d'un roman d'Herbert George Wells, voilà, l'anthologie. La machine à explorer le temps. On parlera aussi un peu de Patatman, mais en fin de vidéo. Alors, La machine à explorer le temps de Herbert George Wells. Herbert George Wells est né en 1866, il est mort en 1946, en Angleterre. Il est né dans le Kent, Bromley, de parents pauvres. Et c'est un auteur connu parce qu'il a écrit notamment La machine à explorer le temps, dont on va parler, qui lui a donné la célébrité en 1895. Également d'autres romans comme L'homme invisible, Les premiers hommes dans la Lune, donc avant Apollo, La guerre des mondes, où donc les Martiens essayent de nous mettre dans la tronche pour s'emparer de notre planète. Il a également écrit des nouvelles comme L'accélérateur de Giberne. Ça c'est marrant parce que c'est une drogue qui vous accélère le métabolisme des milliers de fois. Donc le mec qui prend ça, il a l'impression que tout se déroule 1000 fois plus lentement. Donc on voit les abeilles, les ailes qui bougent à peine, bon c'est assez cocasse. Et également, c'était un peu une sorte de mondialiste avant l'heure, il rêvait d'un État mondial. Bon, à sa décharge, comme il était contemporain des deux guerres mondiales, bon bah, il était un peu pessimiste sur la fin de sa vie. Bon, et maintenant, on va parler donc de son premier roman, qu'il a rendu célèbre, La machine à explorer le temps. Alors, de quoi ça parle? Bon, en résumé, c'est un inventeur génial qui arrive à créer une machine qui lui permet d'explorer le futur ou le passé. Donc justement, là, il va dans le futur, à une époque très éloignée de nous. Et une fois là-bas, son principal souci, ça va être de revenir, parce qu'en fait, il va se faire piquer sa machine. C'est con, hein. Tout ce boulot pour rester bloqué là-bas. Bon, on va voir ça plus en détail, évidemment. Donc, je vais spoiler un peu, hein, donc vous verrez au bout d'un moment si vous allez directement à la fin de la vidéo ou pas. Au début, bah, il a des potes à lui qui l'invitent à sa maison, c'est un vrai moulin. Et l'explorateur du temps, on va l'appeler, parce qu'on n'a pas son nom, donc je vais l'appeler Georges, comme l'auteur. Hop, voilà, ça on va faire simple. Georges, il expose ses théories sur le voyage dans le temps, l'écoulement du temps, tout ça. Et il montre même un petit modèle, une petite machine, une maquette d'un modèle plus grand, pour leur montrer que c'est possible. Donc, un de ses potes met en marche la machine qui disparaît. Elle va dans le futur. Les gens, ses potes, ils sont pas convaincus, quoi. Il y a même un de ses amis journalistes qui se prépare à faire un papier pour se foutre de sa gueule. C'est facile. Bon. Et puis, une semaine plus tard, ils vont chez lui. Alors ça, c'est marrant parce que les gens, ils vont souvent chez lui, les invités. Ils bouffent assez frais. Et apparemment, ça pose pas de problème à Georges. C'est assez curieux. Je l'ai relu plusieurs fois. C'est le premier bouquin de SF que j'ai lu. J'étais gamin. Bon, on revient au récit. Donc ils sont en train d'attendre pour dîner, donc toujours assez frais, hein. Et puis il le voit arriver dans un état échevelé, mal rasé, les fringues déchirées, toutes crades, il lui manque ses pompes, il y a des traces d'herbe sur lui, il a même une coupure au menton, donc mais qu'est-ce qui se passe quoi? Puis il leur explique brièvement qu'il revient d'exploration, et puis donc il va se changer, puis bouffer parce que en fait il est affamé. Et il va leur raconter son histoire, ce qui lui est arrivé. Donc en fait, il a mis au point sa machine, il l'a réparée, et un jeudi matin, il se lance à l'aventure. C'est-à-dire, il monte sur la machine et il fonce vers le futur. Donc là, on a une description du voyage, donc on voit le soleil qui passe vite dans le ciel, parce qu'au bout d'un moment, le laboratoire a été détruit. Après, il va de plus en plus vite, donc à la fin, le ciel prend une teinte bleutée profonde, avec un arc orangé, ça c'est la course du soleil dans le ciel, qui bouge légèrement suivant les équinoxes. Il y a même les étoiles qui apparaissent sous forme d'un cercle plus restreint. Et autour de lui, tout le paysage change. Les arbres poussent à toute vitesse, ils disparaissent. Puis au fur et à mesure qu'il accélère dans son voyage vers le futur, il voit des édifices magnifiques qui disparaissent comme une brume. Enfin, il y a des descriptions assez hallucinantes. Même l'escargot le plus lent qui ait jamais existé, il bondissait trop vite pour qu'il le voie. Et donc, il fonce, il fonce, il fonce, il fonce. Il n'a pas prévu de plan à la base, hein. C'est vraiment à l'improvisation totale, un peu comme cette vidéo. Puis à un moment, il y a un truc qui commence à l'inquiéter.
tant qu'il est à pleine course dans le temps, il est comme immatériel, puisque son rythme temporel n'est pas le même que le nôtre. Par contre, au moment de s'arrêter, qu'est-ce qui se passe s'il y a un arbre qui a poussé entre-temps ou autre chose, et qui se retrouve deux objets au même endroit? Ça peut faire boum. Alors évidemment, tant qu'il fabriquait sa machine, bon, il disait bon, c'est un risque à prendre, ça va, c'est pas grave. Maintenant que le danger devient bien, bien concret, il se dit ouais, non, mais c'est pas bon là. Si je tamponne un objet au moment d'arriver, je vais exploser, explosion de molécules, particules, je serai nulle part. Donc dans sa panique, il arrête brutalement la machine. C'est un peu con. Il arrête brutalement sa machine et il se retrouve par terre, sous la flotte, en fait une pluie de grêlons. Alors il est un peu dégoûté parce qu'il a parcouru toutes ces années pour un tel accueil. Sa machine s'est renversée. Alors il décide de la remettre d'aplomb et c'est comme ça qu'il se cogne le menton. Et il regarde le paysage autour de lui. Donc il est sur une espèce de pelouse. Bon, la pluie de grêlons a cessé, hein, voilà, au bout d'un moment. Il fait même un beau soleil qui commence à chauffer. Parce qu'en ce lointain futur, il n'y a plus l'automne, il n'y a plus l'hiver. C'est un printemps et un été éternel. Ça, c'est bien, ça. Il est sur une pelouse. Il y a sa machine à côté de lui. Et face à lui, il y a une sorte de grand édifice. C'est comme un socle en pierre bouffé par la mousse et tout, avec des panneaux en bronze, avec plein de sculptures. Et au-dessus, c'est un socle pour une sculpture qui représente un sphinx ailé. Donc avec un visage féminin, puis avec les ailes déployées un peu comme un oiseau en plein vol, quoi. Et à l'arrière, enfin en arrière-plan, parce qu'il y a des massifs de rhododendrons, il y a une belle colline, il y a des collines magnifiques avec des arbres. On dirait un peu un jardin luxuriant qui n'a pas été entretenu. Donc il y a des rhododendrons, comme je viens de le dire, je me répète, des fleurs énormes avec des pistils monstrueux, il y a des fruits de tous les côtés, donc c'est un peu comme jardin de Jérôme Bosch, voilà. Et en haut d'une colline, il y a un énorme édifice, comme une sorte de temple. Ça pourrait évoquer notre cathédrale, enfin là, avec des tourelles de tous les côtés. Un édifice gris de très grande taille. Et par des fenêtres rondes, il y a des petits bonhommes qui sont en train de l'observer. Et il reçoit la visite. Ah oui, il est arrivé donc en l'an 800-2701. Et là, par le sentier, il y a plein de petits personnages qui se pointent. C'est comme des humains, mais quoi, de 1m10, 1m20, avec des bouclettes, très sympas, avec des habits flottants. Et ils sont très accueillants, ils lui sourient, il commence à lui balancer des fleurs. Lui, évidemment, c'est un géant comparé à eux. Et donc, bon, il est un peu surpris de cet accueil sympathique. Et donc, tous ces petits personnages, donc les Héloïs, vont l'emmener chez eux, c'est-à-dire dans cette espèce de grand édifice blanc, gris. Donc il y a des colonnes gigantesques, il y a une salle énorme où il y a des tables, il y a des fruits, parce qu'ils mangent que des fruits là-bas. En cette époque, ils sont devenus frugivores. Il y a des coussins, donc ils s'installent, ils bouffent avec eux. Et donc, il y a des vitraux, il y a des rideaux tout poussiéreux. Alors ce qui est marrant, ce qui est particulier dans ce contexte, c'est que il y a d'autres édifices comme celui-là. C'est des édifices en fait abandonnés, quoi. Ils sont en ruine, ils sont plus entretenus. Mais certains de ces édifices gigantesques sont encore en suffisamment bon état pour qu'on puisse habiter dedans. Puis comme en plus il y a plus l'hiver, donc il n'y a pas besoin de chauffage. Et donc ils vivent là. Il commence même à apprendre leur langue dès les premières heures de son séjour. Et puis au bout d'un moment, il sort. On commence à approcher de la fin de la journée. Donc là, il y a un fleuve au loin, il y a des collines sur les côtés. Là, on a une description intéressante, c'est qu'il va monter sur l'une de ces collines. Et là, il trouve un espèce de siège métallique. C'est pas de l'or, mais c'est un métal doré avec des espèces de griffons en guise d'accoudoir. Et là, il a une vue splendide sur tout le décor. Donc, il y a l'espèce de grande maison grise. Tout le sentier avec les forêts, puis les sous-bois, puis les massifs de rhododendrons. Le sphinx blanc en haut de son socle, et bien sûr sa machine. Et puis il regarde ça, puis il fait
son espèce d'analyse sur ce qu'a été le futur, que donc apparemment il y avait une civilisation brillante, ah oui, pour avoir produit de tels bâtiments, ouais, ça c'est clair, et que ils ont peut-être dompté la nature, blablabla. Enfin, en fait, il en sait foutre rien, quoi. Pendant qu'il est en train de philosopher, le soleil se couche, et il se dit qu'il passerait bien la nuit sur place. Au bout d'un moment, la nuit arrive, la lune se lève, et là il est en train de se dire que bon, il serait peut-être temps qu'il descende. Et alors, il se repère, parce que bon, comme il y a la pleine lune, bon, il peut voir quand même il reconnaît quand même le paysage. Donc il voit la grande maison grise, le sphinx, le massif de rhododendron, et euh, petit souci, qui va vite se transformer en une panique totale, la machine a disparu. Plus de machine. Alors là, c'est... Il cavale en pleine panique, donc il descend toute la colline, comme il y a à peu près 3 km. Il a fait ça en moins d'un quart d'heure, alors que c'est plus un jeune homme, parce que là, il a la trouille au ventre. Puis quand il arrive sur place, bah oui, la machine qu'il avait laissée sur place, comme ça, sans surveillance, a disparu. Il déboule dans l'édifice gris, dans une autre grande salle où il y a les Héloïse qui sont en train de dormir sur des coussins. Il gueule et tout, et sa machine, puis bon, les mecs qui se réveillent. Il y en a qui se foutent de sa gueule, qui rigolent, d'autres qui sont éberlués. Bon. Finalement, le lendemain, faut bien qu'il roupille un peu, il va se rendre compte que près du sphinx blanc, il y a des traces bizarres, un peu comme le laisseraient certains, comment on appelle ça, les paresseux, avec les pattes griffus. Il y a de l'herbe qui a été aplatie, et donc il a vite pigé que sa machine est dans le sphinx blanc. Et quand il s'approche, il entend que ça rigole. Et c'est pas les Héloïs, donc ça c'est... il sait pas ce qui se passe. Il veut poser des questions aux Héloïs, mais rien que de les approcher près de l'édifice, ah ça leur plaît pas, ils sont dégoûtés, donc il y a un espèce de tabou qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Donc voilà comment c'est sa deuxième journée sur place. Putain, j'ai le dos qui me graine, désolé. Il se met à explorer les environs, puis il découvre partout des grands édifices gigantesques. Alors ce qui est très curieux, c'est que il n'y a plus de villes, il n'y a plus de petits villages, c'est de grands édifices posés là, mais il n'y a plus les petites maisons individuelles comme nous on connaît encore au XXIe siècle. Ah oui, parce que Georges est donc parti de l'an 1895, donc XIXe siècle. Donc il y a la description de ce qu'il pouvait imaginer de ce que serait le futur. Ce troisième jour, alors qu'il va se faire une amie. Il est près du fleuve, et puis il y a les Héloïse qui sont en train de se baigner, comme il fait chaud, voilà. Et il y en a une qui est pratiquement en train de se noyer, et les autres ils bougent pas, c'est vraiment des grands gamins, quoi. Enfin, petits plutôt. Il arrive à la rattraper, à la ranimer, et puis il repart en exploration. Puis il se dit qu'il n'aura aucune gratitude de sa part. Bah là, il s'est gouré, parce que quand il revient de son exploration, donc quand il revient vers la grande maison grise, elle lui a fait un collier de fleurs, elle l'accueille, et c'est comme ça que pendant à peu près une semaine, il va y avoir une amitié qui va se finir pas bien. Ben non. Donc c'est à peu près le quatrième jour, il fait très chaud. Il y a un truc qui le turlupine. Il regarde les Héloïs, ils passent leur temps à se faire la cour gentiment, à se baigner dans le fleuve, à cueillir des fleurs, à se faire des bouquets de fleurs, tout ça. Mais il y a un truc qui le questionne, ils ont des habits. Faut bien les renouveler de temps en temps. Les chaussures, pareil, sont des modèles simples, mais quand même, faut les fabriquer, les renouveler. Or, il les voit pas bosser. Il n'a pas repéré d'atelier, il les voit pas travailler, quoi. Comment ça se maintient? Et un autre truc qui peut avoir un côté plutôt inquiétant, si on réfléchit bien, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas d'infirmes. Il n'y a que les jeunes adultes et leurs enfants. Donc là, il y a un truc... Et là, il bute là-dessus, quoi. Il bosse pas de vieux, pas de malades. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant qu'il est en train de se creuser la tête, il va s'abriter du soleil. Il fait très chaud en ce temps-là, quoi. Dans une espèce de vieil édifice en ruine. Donc il arrive dans la pénombre. Et là, il fait une rencontre bizarre.
un espèce de lémurien au poil soyeux, caché dans l'ombre, qui l'observe, avec des yeux énormes, un peu comme des bestioles qui vivraient dans la pénombre. Cette espèce de bestiole bizarre l'observe. Alors il est pas très... Il est un peu nerveux. Hein. De la taille d'Héloïse, quoi, à peu près, quoi, 1m20, mais bon... Il essaye de lui parler, et la bestiole se sauve à toute vitesse. Une espèce de... C'est un humanoïde, hein. Et il se barre dans un espèce de puits. Le genre de puits qu'il a déjà vu à l'extérieur, c'est-à-dire un puits sans eau. Dans un puits, t'as une espèce de corolle pour protéger de la pluie. T'as une échelle qui descend, mais il n'y a pas d'eau. Et là, il y a ce même... donc en puits sans eau, ils se demandent à quoi ça sert, quoi. Il y a la même installation dans l'espèce d'édifice en ruine. Et là, il peut voir dans la pénombre la bestiole qui descend. Il pose des questions à Wina, qui veut pas répondre. Là, ça, c'est vraiment ces bestioles-là, ces puits sans eau. Et également, les Héloïs ont une peur panique de l'obscurité, de la nuit. Et ils pigent pas. Il la brusque un peu parce qu'il veut comprendre et elle se met à pleurer. Donc là, il est pas très fier. Donc pour la consoler, hop, on allume des allumettes. Parce qu'il a une boîte d'allumettes avec lui. Et c'est une nouveauté pour les Héloïs, quoi. Ils ont même oublié le feu. En fait, dans cet âge très lointain, les Héloïs sont les descendants de ceux qui ont créé tous ces magnifiques édifices, qui avaient donc apparemment une science très avancée. Mais on est dans une période de décadence parce qu'en fait, il y a plus de prédateurs, il n'y a plus l'hiver. Pour les Héloïs, il n'y a même pas besoin de bosser parce que pour manger, il suffit de cueillir les fruits. Donc, et donc, c'est une espèce de paradis cool. Enfin, qui a l'air mirifique, quoi. Seulement voilà, avec l'espèce de lémurien blanc qu'il a vu sous le temple et qui apparemment semble foutre une panique monstrueuse aux Héloïs. Et c'est là qui pige un truc. Ces bestioles, ça s'appelle les Morlocks. Et de même que les Héloïs sont les descendants de nous, les Homo sapiens, bah les Morlocks également. Et ça lui plaît pas du tout. Et puis il pige que c'est eux qui l'ont piqué sa machine, qui est toujours retenue a priori dans le sphinx blanc, parce qu'il y a le piédestal est suffisamment grand. Il a tapé sur les panneaux, il s'est rendu compte qu'ils sont creux, que c'est pas de la pierre brute, alors une cavité là-dedans, et que donc sa machine, bah, ils l'ont planqué là. Eh oui. Comment la récupérer? Et donc il se dit que s'il veut voir ce que sont les Morlocks, qu'est-ce qu'ils foutent sous terre, bah faut qu'il emprunte l'un de ces puits. Évidemment, il est tout seul, il n'a pas d'armes, rien. C'est à peine s'il parle la langue des Héloïs, donc il est quand même très isolé, quoi. Il n'ose pas y aller. Pendant quelques jours, il explore toujours les environs. Il repère même, au bout d'un long circuit à travers la forêt, un palais de porcelaine verte, comme il l'appelle. Porcelaine verte. Oh, c'est original, hein, comment je parle. Hein. Je m'impressionne. Mais il est crevé, il se dit que bon, il ira voir ça le lendemain. Et c'est là qu'il se rend compte que c'est de l'auto-tromperie. C'est une excuse pour pas aller dans ce foutu puits. Donc le matin même, c'est le cinquième ou sixième jour, il sait plus, il décide d'y aller. Alors, Wina lui tourne autour, comme d'habitude, elle est collante, un peu comme une gamine, elle est sympa, mais voilà, c'est compliqué parce qu'elle pige pas que lui, il est dans la mouise complète. Il avait même l'idée, quand il retrouverait sa machine, de la ramener au 19e siècle. Complètement con. Parce qu'il y a un truc quand même, le bouquin est très bien écrit. Il arrive là-bas, dans le futur. Il se pose pas la question de est-ce qu'il y a là-bas des virus, des bactéries qui pourraient être mauvaises pour nous, ou vice-versa. Non, non, il est parti les mains dans les poches. Un vrai amateur, ça, j'y reviendrai, c'est assez marrant. Il est vraiment parti le touriste. On sent que c'est l'homme de laboratoire et pas un explorateur professionnel. Donc il fait des conneries incroyables. Bref, il va pour descendre dans ce puits, et là, Wina essaye de le retenir, il tire sur les bras et tout, puis il refuse.
il descend dans la pénombre. Il dit qu'il a descendu 200 mètres. Alors je sais pas comment il a fait dans le noir pour mesurer 200 mètres, bon, enfin, pourquoi pas. Puis là, il entend des martèlements sourds, il y a de l'air chaud, un espèce de courant d'air bizarre. Et il devine, dans le noir complet, je sais pas comment il fait, un espèce de couloir. Alors, il a ses allumettes, et en fait, il y a un grand couloir qui va mener vers une grande salle. Et il y a des petits personnages qui s'enfuient, donc d'autres Morlocks en fait. Il allume une autre allumette, et là il rentre dans la salle, puis il y a les Morlocks qui s'enfuient parce qu'ils supportent pas la lumière vive. Il s'approchait pour l'encercler, il les engueule, il se sauve. L'allumette s'éteint, et puis il les entend murmurer, rigoler, et commence à le tripoter de partout dans le noir, fait choper ses vêtements et tout. Ils gueulent, ils se sauvent, mais ils reviennent vite, ils ont plus aussi peur qu'avant. Et ils se rendent compte qu'en fait ils sont en train de le traîner, ils veulent le garder chez eux. Il peut se sauver encore en allumant une allumette puis en cramant un bout de papier. Donc là, il devine une grande salle, il y a des grosses machines partout. Dans un coin, il y a de la barbaque bien saignante. Ça pue la viande de boucherie, quoi. Donc là, déjà, il pige, les Morlocks ne sont pas frugivores. Ils sont pas végétariens. En fait, ils sont carnivores. Vous voyez quel genre de viande ils bouffent? Bah, les Héloïs. Ça, il va le déduire plus tard quand en fait, ils bouffent les Héloïs. Alors, il se sauve, et il commence à monter le puits, et enfin, aux échelons, et là, il y a un Morlock qui le suit, qui lui pique une de ses pompes. Et il remonte à la surface, il a vraiment des malaises et tout. Et donc, une fois remis de cette visite que les Morlocks ont dû prendre pour une déclaration de guerre, là, il pige le truc. Bon, bah, c'est. Il commence à piger petit à petit qu'en fait, les Morlocks fabriquent les vêtements, les chaussures des Héloïs. En fait, ils entretiennent le bétail. Il faut que le bétail il ait des bonnes conditions de vie. Donc, le jour, c'est magnifique. Et les Morlocks qui depuis des milliers de générations vivent sous terre ne supportent plus les lumières du soleil en fait. Mais les Héloïs, on les regarde manger. Donc c'est ce qui paraissait au premier abord un paradis, c'est un enfer absolument ignoble, quoi. C'est le contraste entre la beauté, les descriptions dans le bouquin, les édifices magnifiques, c'était ces collines boisées avec ces fleurs géantes, les fruits. Il n'y a plus de loups, il n'y a plus ce genre de prédateurs, il y a partout des statues ou des édifices splendides, même abîmés, mais ça reste splendide. Et qu'en fait, en coulisses, c'est sordide, quoi. C'est-à-dire les Héloïs ne sont plus que du bétail. Oh. Ah, je vois que cette vidéo est plus longue que prévu. Donc du coup, pour Georges, l'explorateur du temps, bah, il lui faut récupérer comme sa machine. Comment enfoncer les portes, les panneaux en bronze du Sphinx. Donc il va avec Wina vers le palais de porcelaine verte. Circuit qui va prendre un bout de temps. Il y a un passage très intéressant. Ils font une halte la nuit. Donc il y a une espèce de grande clairière. Donc il y a Wina qui s'endort. Et c'est là qu'il réalise que lui, il avait fait une connerie avant. Avant, il dormait tout seul. Et alors que les Héloïs dorment en groupe. Et là, il réalise qu'en fait, les Morlocks sont probablement venus le voir de près la nuit. Pour essayer de piger, tiens, c'est quoi ce grand personnage, voilà. Peur rétrospective. Et pendant cette nuit, c'est ça qui est bien. Bon, il n'y a pas de Morlocks qui viennent. Il voit le soleil qui se lève, les étoiles et tout. Et c'est là les petits détails d'un bouquin, d'un récit bien écrit. Il y a les étoiles. Il ne reconnaît aucune constellation. C'est-à-dire qu'en presque 1 million d'années, les constellations ont toutes changé. Et ça, c'est vrai. Hein. Dans 1 million d'années, ou même 800 000 ans, la Grande Ourse, enfin, les constellations qu'on connaît auront complètement changé de forme. Oui, j'ai mon prompteur là. Le lendemain matin, ils arrivent au palais de porcelaine verte, qui en fait est l'un des derniers muséums d'histoire naturelle.
Il y a une inscription sur le fronton de la porte, il demande à Wina ce que ça veut dire. Et là, il réalise que Wina, le concept de l'écriture, ça n'a jamais traversé l'esprit. Hein, ça, c'est... Donc, ils vont passer une bonne après-midi dans ce grand musée. Donc, il y a des descriptions, il y a un squelette de mégathérium. Sous une verrière, il y a des systèmes des globes blancs qui étaient un ancien système d'éclairage. Une partie du plafond, quand il flotte, une partie du plafond s'étant effondrée. Donc l'eau et tout, ça finit par ronger un peu une partie du squelette. Plus loin, il y a un squelette, enfin un fossile de brontosaure, donc d'autres squelettes. Il y a d'autres salles où il va trouver des machines. Il y a une machine, et c'est là qu'il va pouvoir euh, se choper un levier, une sorte de barre de fer, qui va lui servir de massue pour pouvoir taper sur la gueule des Morlocks. Ah, j'ai été interrompu, c'était trop beau. J'en étais où? Donc, il s'est trouvé un levier pour pouvoir taper sur la gueule des Morlocks, parce que ça lui tarde de leur défoncer la tronche. Ah oui, ça c'est... Sympa, hein, l'ambiance. Il trouve également du camphre. Et donc, il se dit que là, il peut retourner avec tout ça pour récupérer sa machine. Bon, je vais le résumer. Hein. Il quitte avec Wina le palais de porcelaine verte. Et ils sont dans la forêt. Donc la nuit commence à venir et donc les Morlocks vont sortir de leur tanière. Donc pour les distraire, ils commencent à allumer un feu de brindille. Un incendie. Et ils continuent dans la forêt en se disant bon comme ça va les occuper. Et Wina commence à être fatiguée, puis en même temps elle a la trouille. Et on entend les Morlocks qui arrivent. Donc ils tournent dans tous les sens parce que donc faut commencer à ramasser du bois sec pour allumer un feu pour la nuit parce que là dans le noir il va pas pouvoir retrouver son chemin. Il allume un feu et c'est là qu'il réalise en tournant plusieurs fois sur lui-même il a complètement perdu son sens de l'orientation. Et les Morlocks sont là. Avec le feu il arrive à en éloigner mais il est épuisé. Et puis Wina est morte de peur. En fait, elle est inanimée, elle bouge plus. Donc il essaye de la ranimer, mais rien à faire, quoi. Et puis, sans se rendre compte, parce qu'il y a quand même plusieurs nuits qu'il n'a quasiment pas dormi, blackout. Et tout d'un coup, il se réveille dans le noir. Il a plus sa boîte d'allumettes. Et les Morlocks sont dessus, sur ses jambes, sur son torse. Donc il y a ces espèces de bestioles hideuses qui ont grimpé sur lui, quoi. Il est en pleine panique, il se dit qu'il va crever. Et en se tournant, il arrive à choper sa barre de fer. Et là, il dit que même si c'est sa dernière baston, il va leur faire la peau. Donc il se met à taper de tous les côtés. Et tout d'un coup, il se rend compte que ça sent le bois brûlé. Et il y a une espèce de lueur rouge au loin. Et il commence à voir dans la pénombre les Morlocks qui commencent à s'éloigner. Et il comprend que son premier feu de camp est en train de le rattraper. En fait, la forêt est en train de cramer, quoi. Et comme il n'a pas plu depuis son arrivée, rappelez-vous, quand il est arrivé en l'an 800 2701, il a été accueilli par une pluie de grêlons. Mais là, il n'y a plus de pluie et le temps est très sec. Donc, ça brûle bien. Et au point qu'il est obligé de cavaler lui aussi, parce que l'incendie commence à s'étendre, donc il faut pas rester là, quoi. Et il va arriver dans une clairière sur un monticule où là, il y a du feu de tous les côtés. Et les Morlocks en pleine panique qui cavalent dans tous les sens, parce que pour eux, ils sont aveuglés de toute cette lumière. Et donc, pour lui, c'est une nuit de panique, parce qu'il a l'impression de devenir dingue. Il veut se réveiller à tout prix, mais non, c'est bien réel. T'es pas voilà. Le jour arrive, les derniers Morlocks qui sont complètement aveuglés. Et en repérant de loin le palais de porcelaine verte, il peut retrouver son chemin. Wina, évidemment, est morte. Il l'a pas retrouvé, mais bon, il a bien pigé que bon. Peut-être que c'est simplement la peur qui l'a tué. Voilà. Mais en tout cas, il est rassuré d'un côté parce que bon, elle finira pas à la casserole, quoi.
Et il arrive près de la maison grise où il est arrivé le premier jour. Il est épuisé, il dort. Et il se réveille, parce que là, il se réveille après un long sommeil réparateur, comme on dit, au moment où le soleil se couche. Et en descendant avec sa barre de fer, il découvre aussi qu'il a une botte d'allumettes. Il lui reste quelques allumettes dans la poche. Des allumettes de l'an 800 000 et quelques. Hein. Surprise, les panneaux de bronze du sphinx blanc sont rabaissés. Et dedans, effectivement, il y a sa machine. Donc il se dit, ah, ils ont capitulé, c'est bien. Et ce con, il jette sa barre de fer, on n'aurait pas besoin, et il rentre sous le sphinx blanc. Et comme il l'a prévu, les panneaux se relèvent. Il entend les Morlocks rigoler, mais bon, je vais vous jouer un tour. Je vais allumer une allumette et je vais m'évanouir sous leurs yeux. Seulement, la bonne blague, c'est ce genre d'allumette qui ne s'allume que sur la boîte, qui n'a plus. Donc, il frotte son allumette qui ne s'allume pas. Donc, là, il rigole plus. Hein. Et donc, faut qu'il remette les manettes. Faut qu'il remette les manettes de la machine pour l'actionner. Ah oui, parce que quand il est arrivé, il l'avait enlevé au cas où les Héloïs pourraient mettre la main dessus. C'est dire le niveau d'inconscience, quoi. Donc, il se bat avec les Morlocks, il remet les manettes, un bon coup de boule, et il peut repartir. Il se rend compte, au bout d'un moment, ça c'est la dernière partie de son séjour dans le futur, au lieu d'avoir mis sa machine pour retourner vers le passé, il l'a actionné pour aller toujours plus loin dans le futur. Donc, le sphinx a disparu, et donc il est assez surpris, mais il veut voir ce qui va se passer. Et en fait, il va voir petit à petit la mort du soleil. Donc il va voir petit à petit, il est en pleine course à toute vitesse, le soleil qui devient rouge, énorme dans le ciel, et le temps qui devient de plus en plus froid. Bon, en fait, ça a été écrit au 19e siècle, on sait maintenant que le soleil va effectivement devenir une géante rouge, que la planète va probablement être vitrifiée, complètement cramée, si elle ne disparaît pas, voilà. Là, il nous décrit plutôt le soleil qui va s'éteindre un peu comme un feu de cheminée, que donc, bien qu'il soit énorme dans le ciel, il fait de plus en plus froid. Bon. Mais c'est tellement bien écrit que l'ambiance est tellement bien rendue que là on est dedans, quoi. Ça, il n'y a pas de problème, même si c'est scientifiquement inexact, mais bon, à la limite, c'est pas grave. Et donc, la machine, elle est maintenant sur une grève en pente d'une plage, quoi. Il y a la mer en face de lui, mais il n'y a plus vraiment de marée, quoi. Puis, c'est soleil énorme, rougeâtre, donc avec un ciel noir, c'est déprimant, sinistre en même temps. Il s'arrête. Et il voit qu'il y a des crabes géants, je sais pas, un truc gros comme, je sais pas, un bon mètre 50 de diamètre, quoi, des trucs. Il est ébahi en voyant ça. Et puis, il est toujours sur le siège, sur sa machine, hein, évidemment. Puis il y a un espèce de truc de filament épais qui le touche, il le repousse. Et un autre qui se pose et il se retourne et il y a un de ces crabes qui est juste derrière lui. Ni une ni deux, il met 1 mois de distance entre eux et puis il continue d'aller vers le futur parce qu'il est fasciné de vouloir voir ce que devient le soleil, quoi. Milliers d'années après milliers d'années, le soleil est toujours plus large, plus rouge. Au bout d'un moment, il n'y a même plus de crabes et il s'arrête loin dans le futur. Alors je vais vous lire un petit passage, parce que ça va vous donner une idée de l'ambiance. Alors attends. Voilà, c'est ça, l'ultime vision. Voilà. Alors, je continuais mon voyage, m'arrêtant de temps à autre par grandes enjambées de milliers d'années, ou plus, entraîné par le mystère du destin de la Terre, guettant avec une étrange fascination le soleil toujours plus large et plus morne dans le ciel d'Occident, et la vie de la vieille Terre dans son déclin graduel. Enfin, à plus de 30 millions d'années d'ici, l'immense dôme rouge du soleil avait fini par occuper presque la 10e partie des cieux sombres. Là, je m'arrêtais une fois encore, car la multitude des grands crabes avait disparu, et la grève rougeâtre, à part ses hépatiques et ses lichens d'un vert livide, paraissait dénuée de vie. Elle était maintenant recouverte d'une couche blanche, un froid piquant m'assaillit. En plus, il commence à neiger, quoi, tellement il caille. De rares flocons blancs tombaient parfois en tourbillonnant. Vers le nord-est, des reflets neigeux s'étendaient sous les étoiles d'un ciel de sable, et j'apercevais les crêtes onduleuses de collines d'un blanc rosé.
Oui, parce que les dunes de sable commencent à être recouvertes de neige, quoi. C'est con, il vient de l'écrire. La mer était bordée de franges de glace, avec d'énormes glaçons qui voguaient au loin. Mais la vaste étendue de l'océan, tout rougeoyant sous l'éternel couchant, n'était pas encore gelée. C'est en fait à ce moment-là, il y a de la banquise au loin, donc en fait l'océan commence à geler. C'est-à-dire il en arrive à la limite du supportable. Il y a même une éclipse qui se passe sous ses yeux, mais pas la Lune, hein, une planète qui passe entre la Terre et le Soleil. Donc comment il est dans l'obscurité totale, c'est la panique, avant que le Soleil revienne. Et là, bon là, il en a par-dessus la tête, il remonte sur sa machine, et il revient à son époque, au Xe siècle. Donc long voyage vers le passé, et donc il revient, tac, il se retrouve dans son laboratoire, pris de spasmes nerveux, quoi. Quand même, il y a un choc. Mais il est revenu à son époque. D'ailleurs, la machine n'est plus à la même place. Comme les Morlocks l'avaient déplacé, au lieu d'être dans le coin gauche du labo, il est dans le coin droit. Ou l'inverse, je sais plus. Enfin bref. Voilà. Et donc, il a raconté son histoire à tout le monde. Et les mecs, bon, ils sont perplexes. Ils y croient pas des masses, quoi. Il y en a même un qui lui dit qu'il aurait dû être écrivain, quoi. Ça tombe bien. Et voilà comment il est revenu. Il a même ramené des fleurs parce que Wina avait mis des fleurs dans ses poches. Voilà. Et donc le lendemain, alors spoil alerte, si vous voulez pas voir la fin, vous accélérez la vidéo. Le narrateur qui raconte l'histoire retourne voir Georges, là, donc l'explorateur du temps. Il le voit, il a un petit sac, appareil photo, tout ça, puis il dit que oui, il parcourt vraiment les âges futurs et tout. Il va faire un petit voyage et il reviendra dans une demi-heure. Donc, le narrateur va voir le labo, puis il voit la machine qui devient comme transparente, qui bougeote, et voilà, elle est partie dans le temps. Et donc, il décide de l'attendre pour voir quel spécimen il va rapporter, quel récit il va faire, quelle photo aussi. Il attend, et puis en fait, il commence à se dire que il pourrait bien attendre toute sa vie parce que, comme il le dit dans le bouquin, ça fait maintenant 3 ans que l'explorateur du temps est parti et n'est jamais revenu. Apparemment, il a eu moins de bol dans sa deuxième tentative. Donc, on ne sait pas s'il est parti dans le futur et qu'il s'est fait choper. On ne sait pas s'il est parti genre dans le passé, qu'il a perdu sa machine, puisqu'il est peut-être en train d'errer le long de l'océan, des lacs qui avaient du temps du Carbonifère, on ne sait pas. Mystère. Ce qui est intéressant également, quand même, c'est un truc que j'avais bien apprécié, c'est le côté amateur de l'explorateur du temps. On sent cet inventeur, donc l'homme de laboratoire, mais pas l'aventurier professionnel, quoi. Il part dans le futur lors de son premier voyage, les mains dans les poches. Il a pas prévu de plan, il n'a pas d'appareil photo, il part seul, il n'a pas d'armes. Il n'y a même pas un système pour arrêter la machine, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'asseoir et en bougeant une manette, partir. Donc, quand il est arrivé chez les Héloïs, il a dû enlever les petites manettes pour éviter que l'un de ces petits naïfs personnages fasse un voyage dans le temps et qu'il perde sa machine, quoi. Après, il va chez les Héloïs. Il laisse la machine là sur le sentier, sans surveillance, sans rien. Il a eu beaucoup de chance de revenir, hein. Alors que quelqu'un de sensé à sa place aurait pu faire des voyages courts dans le futur ou dans le passé, déjà histoire de voir si la machine fonctionne bien. Imagine, tu vas en l'an 800 2701, et pour une raison quelconque, la machine ne peut pas faire le voyage inverse. T'as l'air con là. Voilà, donc ça c'est très bien rendu. Voilà. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire sur la machine à explorer le temps. Et donc, si vous trouvez sympathique mon boulot, on commente, on like, on partage. Alors pour Patatman, vous pouvez avoir sur la boutique, je vous mettrai les liens en dessous là. Vous pouvez commander des pins, des magnets. Comme ça, c'est une façon de donner un petit coup de pouce à un sympathique créateur comme moi.
Je vous mets les liens en dessous. Et puis, bah une prochaine. Et on s'abonne.